Vous êtes bel et bien dans le 20h sur Tchad 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs, les titres. Gouvernance locale, la commune du 10e arrondissement de N'Djamena met en marche son plan de développement communal 2026-2030. Il s'agit pour les autorités communales de faire du 10e arrondissement une commune moderne, inclusive, résiliente et prospère. On parlera aussi du 3e recensement général de la population et de l'habitat qui suit son cours et ses appels à la mobilisation communautaire pour la réussite de l'opération. Et puis à suivre le traditionnel résumé des actualités internationales. La commune du 10e arrondissement de N'Djamena s'est dotée d'un outil de développement dénommé Plan de développement communal 2026-2030. Ce vendredi marque la fin du processus d'élaboration et la remise officielle du plan aux autorités communales par les experts. On fait le point avec Yacoub Abdallah Mauloud. Cette cérémonie marque l'aboutissement de 6 mois de travaux, de concertation et d'orientation stratégique menés entre l'exécutif communal, les partenaires techniques et les différentes parties prenantes. L'objectif est de doter la commune d'un document de référence pour guider son développement au cours des 5 prochaines années. Qualifié d'outil stratégique au service du développement économique, social et durable de la commune. Ce plan de développement communal s'inscrit dans une vision ambitieuse. Il s'agit selon les autorités communales de faire du 10e arrondissement de N'Djamena une commune moderne, inclusive, résiliente et prospère, offrant à ses populations un accès équitable aux infrastructures, aux services sociaux de base et aux opportunités économiques dans un environnement sain et durable. Pour sa réussite, le maire Mamad Khalil Abdelkarim mise sur l'engagement et la participation de tous. Chère population, le développement de notre commune ne dépend pas uniquement des autorités que nous sommes, mais dépend également de chacun de nous. À cet effet, je vous invite donc à vous approprier ce plan, participer activement à sa mise en œuvre, accompagner les initiatives de développement et rester mobilisés pour l'avenir de notre commune. Des propos partagés par l'administrateur délégué Mamad Abamaï qui insiste sur la transformation des orientations du plan en réalisation concrète. Le développement local est une responsabilité partagée. Ensemble, nous devrons œuvrer pour faire du 10e arrondissement un espace de vie moderne, propre, sécurisé et prospère, où chaque citoyen trouve les conditions nécessaires à son épanouissement. Le 10e arrondissement pourrait connaître des jours heureux dans les prochaines. Pour les autorités communales, c'est plus qu'un engagement, mais une promesse. Lancé le 20 juin dernier au Tchad, le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit. En N'Djamena, on rassure les dispositions prises pour la réussite de cette opération d'envergure nationale. Quelle est l'appréhension par les populations de ce processus? Tchad 24 a promené son micro et sa caméra dans les rues de la capitale. Le fait de se faire recenser, c'est déjà un acte de citoyenneté, c'est déjà une obligation. Lorsque tu vis dans un pays, c'est une obligation de connaître déjà. C'est un peu comme dans une famille. Lorsque vous travaillez, on demande, vous êtes combien dans la famille? Imaginez si on voulait vous remettre par exemple des cadeaux, on vous dit, vous êtes combien dans une famille? Et si, au lieu d'être 10, vous dites que vous êtes 5. On va donner simplement quelque chose pour 5 personnes, or pourtant vous étiez 10. Et donc c'est un peu ça dans le pays aussi, c'est pareil. Donc si par exemple dans un quartier ou bien dans la ville de N'Djamena, nous sommes 50 000 par exemple, et si le gouvernement voulait faire quelque chose pour 50 000 personnes, et si on ne connaît pas le nombre exact de la population, on risque de faire en deçà, et là il y aura une partie qui ne sera pas vraiment satisfaite du besoin. Donc pour moi, c'est un acte de citoyenneté et c'est vraiment très important de se faire recenser. À ce que je sache, ça serait vraiment nécessaire au fait de faire un recensement vis-à-vis l'égard de la population. On vit dans un pays, mais on ne connaît pas le nombre exact de la population. Actuellement, si on sort quelque part et on nous demande quelle est la population tchadienne, franchement, dis-moi, je ne connais pas. Je ne connais pas le nombre. Parce que je n'ai jamais assisté, je n'ai jamais vu parler. Donc, ça serait un peu compliqué. Donc, le mieux, c'est de recenser au maximum. En fait.
On vient juste de m'informer qu'il y a un recensement de la population. C'est très important pour nous, le recensement. Vous voyez, ici au Tchad, nous ne connaissons même pas le nombre exact. Nous ne connaissons pas si nous sommes nombreux ou peu. Et cela n'est pas vraiment bon pour notre pays. La population est informée qu'il y a un recensement quelque part. Non? Oui, l'importance du recensement, ça là, on connaît. Si seulement les agents viennent, je peux même faire recensement sans problème. C'est seulement des attentes comme ça, mais jusqu'à là, je ne sais pas trop si ça a commencé ou pas. À Komra, dans le Mandoul, c'est un appel à la mobilisation communautaire pour la réussite du recensement général de la population et de l'habitat. Jeudi, face à la presse, le président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raikena Béaloum, a insisté sur l'importance du recensement. Correspondance Dominique Didéo. Ce point de presse vise à lancer un appel solennel à la mobilisation pour la réussite du RGPH 3, mais aussi faire la lumière sur les préjugés autour de ce recensement. Face aux professionnels des médias, Frédéric Raikena Béaloum, président intérimaire du conseil provincial, a situé le contexte de l'organisation de ce recensement au bénéfice de la population. Frédéric Raikena Béaloum de dire qu'il ne s'agit pas d'une opération de recensement électoral, mais de connaître la démographie afin de mener des actions de développement. Le recensement permet à l'État de connaître avec précision le nombre d'habitants, leur répartition géographique ainsi que leurs conditions de vie. Les données collectées serviront à mieux planifier les investissements publics, notamment dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'eau, des infrastructures et de l'agriculture et l'emploi. Elles contribueront également à une meilleure représentation de nos communautés dans les politiques et le programme de développement. C'est pourquoi la participation de chaque citoyen est essentielle. Le président intérimaire du conseil provincial du Mandoul, Frédéric Raikena Béaloum, appelle ainsi les autorités administratives et sécuritaires, ainsi que toutes les forces vives du Mandoul, à mettre les mains à la pâte dans la sensibilisation communautaire et de proximité sur l'importance des opérations afin que toute la population y adhère et se fasse recenser. Je lance un appel particulier aux chefs traditionnels, chefs de canton, chefs de village et fériques, chefs coutumiers, leaders religieux, leaders d'opinion, associations de jeunes et surtout les presses locales afin qu'ils mobilisent et encouragent la population à participer massivement au recensement. Votre implication est essentielle pour assurer le succès de cette opération d'intérêt national. À l'endroit du coordinateur provincial des opérations de recensement, le président intérimaire le rappelle à un travail professionnel et au déploiement des agents dans tous les coins et recoins de la province du Mandoul pour recevoir les données fiables et exhaustives permettant de mettre en œuvre les politiques publiques. Du 15 au 18 juin dernier, les médias nationaux, des personnes ressources et des influenceurs étaient invités par African Park pour un voyage de découverte et d'immersion au sein du parc Sianka minière. Il était question de mettre en lumière les richesses naturelles dont regorge ce parc. Ce vendredi, une rencontre de restitution a été organisée. Écoutez Ahmad Brahim Siam, il est le directeur pays de African Park. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence et votre participation à cette immersion qui vous a permis de découvrir ensemble le plus grand parc national du Tchad et l'une des aires protégées les plus emblématiques et prometteuses du Tchad. Au cours de ces derniers jours, vous avez exploré le paysage du parc national de Sinia-Kaminia, observé sa biodiversité remarquable, échangé avec les équipes de terrain et mieux compris les enjeux liés à la conservation de cet écosystème exceptionnel. Cette immersion avait un objectif clair, permettre aux médias et aux professionnels du tourisme et aux influenceurs de découvrir les réalités du terrain, de comprendre les efforts de conservation qui y sont menés et de réfléchir ensemble aux perspectives de ces parcs. Le parc national de Sinia-Kaminia est aujourd'hui avant tout un territoire de conservation. Il joue un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité sahélo-saharienne et de la préservation d'un patrimoine naturel d'une valeur inestimable pour le Tchad. Mais au-delà de sa mission de conservation, Sinia-Kaminia possède également un potentiel important pour le développement futur d'un tourisme durable et responsable. C'est précisément pour cette raison que nous avons souhaité associer à cette mission des journalistes ainsi que des experts et acteurs du secteur du tourisme.
Leur présence témoigne de notre volonté d'engager dès aujourd'hui une réflexion collective sur les opportunités que pourraient offrir ces paysages dans les années à venir. Nous n'en sommes pas encore à l'ouverture du parc aux activités touristiques. Cependant, nous croyons qu'il est essentiel de commencer à construire cette vision avec celles et ceux qui connaissent les enjeux du tourisme, de la promotion des destinations et du développement local. Les femmes des organisations paysannes de la province du Mandoul étaient mercredi à l'école du savoir sur les outils du Conseil d'exploitation familiale, un programme d'entrepreneuriat agroalimentaire financé par Agriculteurs français et Développement international. À Coumra, on retrouve Dominique Didéo. Cette formation organisée à l'intention des organisations paysannes est une initiative de l'AFDI, Agriculteurs français et Développement international, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'entrepreneuriat agroalimentaire. Ceci dans le souci d'accompagner à la gestion via la pérennisation des dispositifs de conseil aux organisations paysannes existantes, mais aussi guider les agriculteurs et agricultrices dans la gestion économique de leurs activités productives. Cet accompagnement vise à améliorer la gestion des récoltes, la trésorerie, le suivi des cultures et la rentabilité économique des activités. Ce sont des outils liés au conseil d'exploitation familiale. Cette formation est financée par l'Agence française de développement. Le but est de renforcer les capacités techniques et pédagogiques des paysannes relais afin d'animer des séances de vulgarisation auprès des exploitations familiales des communautés en utilisant efficacement les outils du conseil d'exploitation familiale. À cette occasion, la présidente de l'association pour la promotion de la filière Carité, Madame Magbay Elisabeth, a adressé ses reconnaissances à l'AFDI et aux partenaires financiers avant d'appeler les femmes à une attention soutenue pour l'atteinte des objectifs. Le coordinateur technique Jasrangar Djamadjibey, quant à lui, explique les tenants et les aboutissants de la formation. Dans le cadre du projet entrepreneuriat agroalimentaire, nous avons remis cet appui du conseil à l'exploitation familiale à travers cette formation. C'est pour le bien-être de nos familles respectives. Mieux gérer ses ressources, mieux gérer ces produits agricoles, c'est un avantage et c'est un atout même pour le bien-être de nos familles respectives. Durant 3 jours, ces femmes seront des vrais canaux de transmission et de vecteurs pour l'amélioration et la gestion des ressources familiales. Dégradée par les pluies et le manque d'entretien, la route reliant le rond-point d'Embi au rond-point du 10 octobre est devenue difficilement praticable. Entre nids de poules, flaques d'eau et embouteillages, les usagers dénoncent une situation qui complique leur déplacement quotidien. Anna Laura. La circulation sur l'axe reliant les ronds-points d'Embi au rond-point du 10 octobre est devenue un véritable casse-tête pour les motocyclistes et piétons. Plusieurs portions de cette voie présentent des profondes dégradations qui ralentissent considérablement le trafic. À certains endroits, les nids de poules occupent une grande partie de la chaussée, obligeant les conducteurs à effectuer des manœuvres risquées pour les éviter. Le cas de Biasna, un motocycliste. Comme nous, les clandomans, lorsqu'on déplace avec les clients, c'est un peu déplorable parce que l'état de la route n'est pas bon. Parfois, on se retrouve dans un même endroit, donc c'est pas bien. Donc s'il y a la probabilité d'arranger cette route, ça serait mieux. Après chaque pluie, de larges flaques d'eau recouvrent la route, rendant difficile l'intensification des zones les plus endommagées. Faikal Ahmad déplore aussi une situation difficile. Nous sommes de taxi-moto. À chaque jour, là, on a des problèmes de route. Surtout la route des gazelles qui nous mène vers le marché des Milles. Vraiment, ça nous préoccupe. Maintenant, si on achète la moto neuve, même peut-être 3 à 4 mois, la moto, ça gâte. En ces lieux, on appelle à l'intervention rapide de l'État. Les usagers parlent de réhabiliter un accès stratégique qui relie plusieurs quartiers de la capitale. Ferdinand Sobkika. Le tronçon entre le rond-point 10 octobre et le rond-point d'Embi, c'est une route, je dirais, abandonnée par l'État ou bien par le gouvernement, puisque c'est tout un nombre qui passe là, mais la route, il n'y a aucun projet qui montre même que
Et le gouvernement est en train de réfléchir pour arranger cette route. En 2025, les travaux d'aménagement de cette avenue avaient été lancés. Aujourd'hui, pas de bout de tunnel à voir, elle continue d'imposer son lot de difficultés aux habitants de N'Djamena. Malaise au sein du football tchadien, la crise persiste et la tension monte de jour en jour après les sorties médiatiques du sélectionneur national Raoul Savoué et du capitaine des Sao Marius Mwandine Madi autour du présumé boycott des 2 matchs face au Burundi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Alors que les divergences continuent d'alimenter le débat, les autorités tchadiennes observent encore la situation à distance. Interrogé sur cette crise, Yamita Tété, acteur du football national, appelle pour sa part à l'apaisement et au dialogue afin de préserver l'intérêt du football tchadien. Suivez. On dirait qu'il y a un lobby qui tire les ficelles, donc qui est en train de manipuler quand même les joueurs. Et moi, je trouve qu'on doit quand même clore cette situation, puisque ça n'avantage personne. Les joueurs n'ont pas intérêt à faire trop de bruit, soit à aller en G6 et tout cela. Je pense que ça termine leur carrière. Et au niveau du comité exécutif aussi, comme ils doivent relativiser. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne tiennent pas bien. Comme vous avez constaté, il y a plusieurs matchs qui ont été joués. Et là où on avait beaucoup d'espoir, c'était le match avec le Burundi. Et vraiment, ça prouve qu'il y a des choses qui n'ont pas, qui n'ont pas bien marché. Il est temps qu'on se tourne vers l'avenir et on se concentre pour les matchs à venir afin de redorer l'image de la fédération, surtout du football tchadien. Mais le fait de se tirailler et qu'on laisse l'occasion aux détracteurs ou bien à ces lobbies de perturber quand même la bonne marche du football tchadien. Et bien sûr, on fait le tour des actualités internationales avec Fanta Assoué. En République démocratique du Congo, 1155 cas confirmés d'Ebola ont été recensés, dont 304 décès, a indiqué le ministère de la Communication et des Médias. Il a également précisé que 138 patients s'étaient rétablis, tandis que 326 autres étaient toujours en traitement ou en isolement. Le ministère a également confirmé qu'un médecin français ayant participé à la lutte contre Ebola dans la province d'Ituri, épicentre de l'épidémie, a été testé positif au virus. Dans un message publié, il a indiqué que les autorités sanitaires des 2 pays suivaient de près la situation. Dans le cadre du renforcement des mesures de lutte contre la maladie, la RDC a mis en place des règles de voyage plus strictes pour les personnes revenant de zones touchées par le virus d'Ebola. En Tunisie, l'ancienne présidente de la commission Vérité et Dignité, Siem Ben Sendrine, a annoncé vendredi avoir été condamnée à 25 ans de prison par la justice tunisienne. Figure de premier plan de la défense des droits humains dans le pays, elle est notamment accusée d'avoir falsifié une partie du rapport final de l'instance chargée de la justice transitionnelle. Longtemps présenté comme l'un des rares succès démocratiques issus des soulèvements de 2011 dans le monde arabe, la Tunisie fait aujourd'hui face à des critiques croissantes d'organisations de défense des droits humains qui dénoncent une concentration du pouvoir et un recul des acquis démocratiques. Enfin, au Venezuela, face au puissant séisme, les équipes de secours ont commencé à arriver à Gaïra, une ville durement touchée, afin de participer aux opérations de recherche et de sauvetage. Le nombre de morts et de blessés devrait augmenter, des milliers de personnes étant portées disparues après les séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé mercredi soir. Ces séismes, parmi les plus puissants enregistrés au Venezuela depuis plus d'un siècle, ont été ressentis dans toute la région. Selon les autorités, les séismes ont fait environ 235 morts et au moins 4300 blessés. Ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous.